Je vais vraiment faire mon focus sur le retour au travail et le milieu de travail. C'est ça, je suis médecin spécialiste, médecin du travail et de santé publique. Tout ce qu'on a appris de Spitzer, c'était plus on est absent de travail, moins probable est le retour au travail. Donc, ça a mis beaucoup d'intérêt d'avoir un retour rapide et ça a mis beaucoup d'emphase au début des années 90 pour l'assignation temporaire, l'offert ici au Québec d'un travail adapté, les travaux légers aux travailleurs offerts par l'employeur. Et ce qu'on veut comprendre, c'est que sont les facteurs associés à la durée d'absence du travail au retour au maintien de travail et quelle intervention favorise-t-elle le retour rapide au travail, le maintien au travail, en évitant des rechutes et garder le travailleur en santé. Et on a plusieurs types de données probantes pour soutenir la pratique en réadaptation, ce qu'on appelle en anglais « evidence-based practice ». Les sources de ces données sont soit des études des facteurs prédictifs de l'absence de travail prolongée, et aussi l'autre chose qu'il faut distinguer quand on regarde ces connaissances, c'est distinguer les cas aigus ou sous-aigus et les cas chroniques plus de 3 mois, parce que ce n'est pas les mêmes facteurs. Donc, les facteurs associés à la durée d'absence de travail sont multifactoriels. On a vu, il y a quelques facteurs personnels, il y a l'environnement du travail, mais il y a aussi tout l'environnement hors travail. Un parti psychosocial, mais aussi le système de santé, le système d'assurance et d'indemnisation, le contexte familial et social. On a le modèle de l'OMS. Et ce que ça nous a amené à comprendre, c'est l'importance des facteurs environnementaux, les facteurs personnels, donc l'importance des facteurs contextuels. Et ce n'est pas la gravité de la lésion qui joue tant que ça a un certain impact, mais surtout c'est le contexte, les facteurs contextuels. Le groupe à Institute for Work and Health est très fort dans les méthodes des revues systématiques et lui, il a fait une en 2005 et cette revue fait une mise à jour, mais aussi améliore les méthodes de la revue systématique. Il a décidé, pour mieux comprendre les facteurs pronostiques de la durée d'absence de travail chez les travailleurs avec mal de dos, de se limiter à des études qui ont recruté les travailleurs atteints de mal de dos avant 6 semaines d'absence de travail. Donc, tous les facteurs prédictifs étaient mesurés avant 6 semaines. Et ça donne des résultats un peu différents de ce qu'on a vu dans les autres revues. Ils ont divisé leurs résultats entre les preuves de niveau élevé, c'est-à-dire qui étaient démontrées dans plusieurs études de haute qualité, donc c'est la première, et ceux qui sont de niveau modéré, qui sont démontrés dans quelques études. Et une des facteurs la plus importante, l'attente du travailleur concernant la durée d'absence. La douleur qui irradie dessous le genou, le niveau de douleur, mais surtout l'accès au, ce qu'en anglais on appelle modified work, mais c'est soit une assignation temporaire ou des modifications, le travail adapté aux travailleurs. Les exigences physiques du travail, malgré les autres études, ça ressortait très important dans ces études. Aussi, il y avait quelques éléments sur le type de clinicien. Mais les données probantes de qualité modérée, il y avait quelques éléments d'environnement psychosocial du travail, mais ça, c'était comme certaines exigences quantitatives, la perception que le travail est hectique, donc mouvementé. Mais la plupart des mesures CARASEC, ça ne fonctionnait pas, c'était pas vraiment lié. Il y a certains facteurs liés à l'indemnisation qui ont joué sur la durée d'absence aussi. D'autres facteurs qui ressortent dans les études qui incluent les cas chroniques ou les cas sous-aigus, la détresse psychologique ou la dépression, qui encore une fois n'était pas prédictive dans les revues de la littérature que Steenstra a fait. La motivation de la personne ou son efficacité, perception de son efficacité personnelle. L'idée qu'on a une population vieillissante et il faut tenir compte quand on pense de la capacité au travail et les absences le vieillissement de la population. Bon, mais quand on parle d'environnement du travail,
ce qui ressort des études, c'est l'importance d'une disponibilité, d'un travail adapté aux besoins ou aux capacités du travailleur qui est atteinte, les exigences physiques du travail et l'organisation de travail et les facteurs psychosociaux au travail, la cadence du travail, comment on organise les services pour le retour au travail, la communication et le soutien des superviseurs et les collègues du travail, et surtout la flexibilité des heures de travail. Est-ce qu'on peut avoir un retour progressif? Si on a une flexibilité dans plein d'autres choses, cette idée de marge de manœuvre, et surtout dans les études qualitatives, ces facteurs ressortent de façon très, très importante. Encore une fois, c'est les interventions de réadaptation qui incluent des mesures de maintien des retours précoces au travail avec une certaine affaire de modified work, comme une assignation temporaire, mais d'autres aussi, qui sont associées à moins de jours d'absence et parfois d'incapacité. La partie de l'impact sur l'incapacité n'est pas toujours là dans certaines études. La réassurance du travailleur concernant le maintien des activités est importante. Certaines études ont montré qu'une visite d'un clinicien au milieu de travail était aidant, encore une fois parce que ça favorise une adaptation des conditions de travail. Et ça donne poids au travailleur à négocier avec son superviseur ou avec l'employeur. Le contacto avec le travailleur par un acteur du milieu de travail. Aussi, l'exercice gradué chez les personnes atteintes de mal de dos chronique, plus de 3 mois, était démontré dans certaines études assez randomisées. La coordination du processus de retour au travail était bon pour améliorer le fonctionnement. Les services de réadaptation multidisciplinaire avec une volée importante en milieu de travail pour les cas qui durent plus de 3 mois aussi, en général, étaient efficaces. Bon, mais comment traduire toutes ces études dans en outils d'intervention pratique pour les milieux de travail, pour les cliniciens? Le retour du précoce et le maintien au travail et l'idée d'avoir une adaptation des tâches ou de l'horaire de travail aux capacités de travailleurs. Comment on traduit ça? On sait qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'implantation des bonnes pratiques en maintien de retour au travail qui se trouvent en milieu de travail. Et c'est ça qu'on a trouvé dans nos études dans le milieu de travail. On a fait une série d'études et ce qu'on a trouvé, c'est que c'était le contexte du milieu organisationnel qui était très, très déterminant de la collaboration des superviseurs, des travailleurs atteints. Une superviseure vit un conflit de rôle entre son rôle pour la production et son rôle de retour au travail, parce que c'est souvent le superviseur qu'on demande de trouver les travaux légers pour un travailleur qu'on veut retourner. Et ce qui ressortait, c'est les superviseurs sentaient, ils visaient ce conflit de rôle. Souvent, il n'y a aucune valorisation de ce rôle en retour au travail, mais les entreprises qui ont valorisé, qui ont l'inclus dans l'évaluation de performance des superviseurs, là, c'était beaucoup plus apte à être amené à un bon retour au travail pour le travailleur. Et le travailleur qui sentait que l'entreprise était à l'écoute de lui et qui va modifier des choses. Et ceux où le superviseur, après quelques jours, ne lui demande pas de faire une autre chose, de dépanner, mais qui respecte les limitations fonctionnelles ou l'assignation temporaire, ça aussi c'était aidant, et la culture de l'entreprise. L'autre chose qu'on a trouvé, qui était un problème, c'est les gens au milieu de travail ont une notion, et bien des fois même des cliniciens, les médecins, de travail léger. C'est la manutention de charges lourdes, les efforts physiques forts et la posture debout. C'est un concept basé sur l'effort cardiovasculaire et la consommation de l'énergie, et ça ne tient pas compte du tout des facteurs de risque de plusieurs lésions sciatiques ou qui peuvent les aggraver, comme les postures, les vibrations, la répétitivité, les forces de prise de la main ou des doigts. Nous, on parle plutôt de mesures de maintien de retour au travail qui font une adéquation entre les exigences physiques du travail et les capacités de la personne atteinte et qui tient compte de sa lésion. Bon, et pour moi, c'est l'application de ces connaissances au contexte milieu qui nous a amené à créer nos outils, les outils pour le maintien et le retour au travail au MRT. Il y a une guide qui
c'est encore sur le site web de la Direction de santé publique de Montréal. Et c'est une guide avec plusieurs éléments. Ça donne les principes et stratégies pour implanter un programme pour une entreprise, pour un milieu de travail. Ça donne un algorithme pour comment suivre une travailleur atteinte, c'est quoi les étapes, et des grilles et formulaires d'aide à la décision. Ces outils sont là pour soutenir les milieux qui veulent avoir un programme, décrire les exigences des postes et les aider dans les choix de postes pour les assignations temporaires et structurer la communication entre le travailleur, le superviseur et le médecin. Les fondements sont évidents. L'activité favorise la guérison. Le milieu de travail est un lieu privilégié pour la réadaptation, si c'est bien fait. L'activité au travail peut être favorable si appropriée aux capacités du travailleur. Et les capacités évoluent et donc les exigences des tâches devraient suivre. Il faut que les tâches qu'on lui donne évoluent aussi dans leur complexité et dans les exigences. Ces outils étaient conçus pour des travailleurs avec des TMS moins de 90 jours du coup des membres supérieurs. Peu importe si c'était lié au travail, peu importe indemnisé par la CST, mais où il y a une incapacité temporaire. Et les étapes pour montrer un programme pour l'entreprise, il y avait 6 étapes, mais la démarche privilégiait l'adaptation du poste régulier ou le retour au travail progressif au poste régulier. Et ça fait la promotion de la flexibilité dans le retour au travail avec toutes sortes de possibilités. Pas juste, ça peut être une formation, un poste surnuméraire ou d'autres activités en milieu de travail qui va aider l'entreprise. Faciliter des liens entre le retour au travail et la prévention par l'évaluation des facteurs de risque pour les TMS au poste où les travailleurs s'est blessé. Ça, c'est l'algorithme pour les gens en milieu de travail pour faire un suivi d'un individu, pour les aider à choisir les tâches, les évaluer, prendre des décisions, envoyer, si c'est un cas CSST, envoyer au médecin pour approbation. Qu'est-ce qu'on fait si le médecin refuse? Comment utiliser un formulaire de restriction temporaire au travail? Et comment faire un suivi adéquat de la personne? Et l'importance de faire ce suivi. On a 3 types de grilles. Les estimations des exigences physiques du travail sont 4 grilles, chacune spécifique à 4 régions corporelles, le dos, le cou et l'épaule, le 3e le coude et 4e les mains et les poignets. Et c'était à compléter avec le travailleur concerné. Et ça vise à favoriser une discussion structurée entre le travailleur et le superviseur. Ça, c'est un peu ce que celui pour le cou-épaule a l'air. Ça a 5 questions sur la manutention, les efforts des bras, les postures, la répétition et les vibrations. Ça, c'est une question sur la manutention, le travail, le style de la manutention, prendre, porter, déposer des objets. Et ça, c'est une où on propose une tâche de classer des papiers dans des filières et répondre au téléphone. Et on voit que la personne doit manutentionner un maximum de 10 boîtes de temps en temps. Et donc, on trouve que c'est une tâche qui rend les exigences élevées. Donc, les boîtes lourdes seront déplacées par quelqu'un. Ils ont trouvé une autre solution et après cette solution, ça devient faible. Et il y a toutes des différentes façons de regarder ça. On mesure aussi la perception de la personne atteinte. Le travailleur estime-t-il qu'il est capable de le faire ou avec la possibilité de s'arrêter au besoin ou avec les modifications inscrites. Et on prend décision que oui, cette tâche est appropriée pour cette personne ou non. Et il y a d'autres formulaires. Une qui est assez pertinente pour les cliniciens, c'est les restrictions temporaires au travail. Ça, on a validé, on a conçu avec une 50aine de cliniciens, moitié physio-ergothérapeute et moitié toutes sortes des médecins, médecins en clinique sans rendez-vous, physiatre, médecin du travail, orthopédiste, rhumatologue. Et on a visé quelque chose très simple et très visuel et qui ne prend pas beaucoup de temps à remplir. Il y a une pour chaque région corporelle et ça a 4 sections, une sur les efforts à éviter, une sur les postures et mouvements à éviter, les équipements et outils et d'autres facteurs comme est-ce que la personne peut prendre des pauses au besoin ou des choses comme ça. Et ça exige le clinicien à dire quand il va revoir la personne et réévaluer ses restrictions temporaires.
Il y a d'autres outils qui étaient développés par les autres. L'handicap au travail est complexe et d'origine multifactorielle. Les facteurs liés au milieu de travail ont une influence énorme sur la durée d'absence et l'efficacité des interventions, mais qui intègrent une adaptation des tâches et des horaires. Et pour les entreprises, ça prend des ressources et la planification. Merci.